Salam alaikum. Oui, effectivement, avant de commencer, je tiens aussi à mentionner que je regrette de ne pas être parmi vous. Je reviens juste de New York, là, mais je peux confirmer que les Marocains, je voyage beaucoup dans beaucoup de pays et je peux vous confirmer que l'hospitalité marocaine n'a pas d'équivalent ailleurs dans le monde. On est toujours très bien reçus et je suis, je dois dire, un peu jaloux de ne pas être justement parmi vous pour bénéficier de cette hospitalité. Alors, on va discuter de TAVI versus chirurgie dans le rack serré, parce que pour l'instant, on en parle juste pour le rack serré. Hein. Le rack modéré, Christophe vous l'a mentionné, il faut quand même attendre un certain nombre d'études qui sont en cours. Et on pourra en discuter dans la discussion. Alors, ça a vraiment été une révolution, hein, le TAVI dans la prise en charge de la sténose aortique. Et j'en profite là ici pour faire une petite pause, parce que, comme vous savez, le pionnier... c'est Alain Cribier, hein, qui a inventé un peu cette technique et qui l'a appliquée au CHU de Rouen et en 2002, hein, pour la première fois. Et comme vous le savez aussi, Alain Cribier nous a quittés il n'y a pas longtemps. C'était non seulement un clinicien, un cardiologue interventionnel exceptionnel, un innovateur exceptionnel, un pionnier, c'était aussi un gentleman. Vraiment un grand ami, quelqu'un de très généreux et aussi vous n'êtes pas sans le savoir, mais un très grand musicien, un grand pianiste. Et là, on a appris un peu pendant la Covid à regarder, à comprendre, à lire le regard des gens et on voit très bien dans cette première, donc First in Man de TAVI, hein, en 2002, on voit un peu dans les regards un mélange d'anxiété, de stress et d'interrogation et de doute. Et finalement, une fois que l'intervention est réussie, on voit la satisfaction et le bonheur des interventionnels, dont vous avez reconnu évidemment aussi, outre Alain Cribier, Hélène Etchanian. Alors, TAVI et chirurgie, il y a des pros et il y a des contre. Je pense que c'est deux techniques qui sont complémentaires. Il ne faut pas vouloir nécessairement en remplacer une par l'autre. Le TAVI est moins invasif, il y a moins de complications autour de la procédure, il y a peut-être des meilleures hémodynamiques au sens gradient et valvulaire mismatch, récupération plus rapide, peut-être meilleure récupération de la qualité de vie et donc un peu moins finalement d'hospitalisation, surtout pendant la première année. D'un autre côté, il y a plus de fuites périvalvulaires, il y a plus de pacemakers, peut-être aussi, Thierry en a discuté, de thrombose sous-clinique. C'est un petit peu plus compliqué aussi de gérer, de prendre en charge la maladie coronarienne au moment du TAVI et souvent on fait une revascularisation qui n'est peut-être pas complète et peut-être qu'après dans le suivi on en paye le prix. Ça n'adresse pas évidemment la orthopathie chez les patients par exemple qui ont une bicuspidie, hein, on remplace juste la valve, pas l'aorte, et on ne sait pas la durabilité, hein, à long terme. Pour l'instant, on a des bonnes nouvelles à moyen terme, mais pas à long terme, donc on n'a pas encore d'idée si le TAVI va durer aussi longtemps que la chirurgie. Alors, comme vous le savez, le principal critère pour choisir TAVI versus chirurgie, c'est l'âge. Bon. Et alors, dans l'âge, bien, il y a un petit peu une différence assez marquée entre les recos européennes et les recos américaines. Alors, les Américains ont fait 3 groupes. Alors, il y a les moins de 65 ans, c'est clairement SAVR, chirurgie. Les plus de 80 ans, c'est clairement TAVI. Entre les deux zones grises. Entre 65 et 80 ans, ça peut être une chirurgie ou un TAVI selon une décision partagée avec le patient. Alors, évidemment, quand on ouvre la porte comme ça, le patient, quand on parle de décision partagée, ça veut dire que les patients entre 65 ans et 80, quand ils arrivent, en tout cas chez nous, ils vont souvent plutôt préférer le TAVI parce que c'est la nouvelle méthode, parce que c'est moins invasif, etc. Donc, finalement, ça ouvre la porte au TAVI jusqu'à 65 ans, qui est un petit peu jeune parce qu'on n'a pas eu de validation vraiment dans les essais cliniques low risk jusqu'à 65 ans. Alors, les Européens ont été plus conservateurs et je dois dire que je ne suis pas toujours du côté des recommandations européennes, j'aime bien les deux et je trouve que des fois, il y a des bons coups d'un côté, des bons coups de l'autre. Là, je trouve que les Européens ont été un petit peu plus... donc, ils ont mis 2 groupes en 75, qui est d'ailleurs à peu près la médiane d'âge des essais cliniques low risk. Hein, en dessous de 75, c'est a priori chirurgie, et au-dessus de 75, c'est TAVI. Bon, évidemment, avec des exceptions, mais voilà. Et j'aime mieux cette approche. Alors, revoyons justement un peu ces essais cliniques low risk. Bon, Partner 3, hein, c'est un de ceux sur lesquels on a beaucoup travaillé, qui a déjà été présenté. Là, c'est les résultats, on est déjà maintenant rendu à 5 ans, donc c'est les résultats qu'on a publiés l'année dernière dans le New England
et au moment de la CC. Et vous voyez que, bon, on avait une supériorité du TAVI pendant la première année pour ce qui est de l'endpoint primaire qui était un composite de décès, accidents cérébrovasculaires et réhospitalisation. Mais vous voyez que cette supériorité a tendance à s'amenuiser avec le temps et les deux courbes semblent se réunir, se joindre à 5 ans. On était supérieur à 1 an, on ne l'est plus à 5 ans. Alors, si on regarde maintenant l'aspect, encore une fois, bon, c'est une courbe un petit peu plus focusée, on a le même résultat. Et alors, pour ce qui est du décès, eh bien, le décès, parce qu'on nous a reproché souvent dans Partner d'avoir inclus l'hospitalisation, mais je peux vous dire que les réhospitalisations en Amérique du Nord, c'est souvent des réhospitalisations pour des raisons graves, parce qu'il y a une pénalité financière si vous réhospitalisez un patient suite à une intervention. Donc, on ne réhospitalise pas pour des petits sujets ou des problèmes bénins. Alors, vous voyez que le décès, ben, même chose, on avait une supériorité, enfin numérique, hein, pas statistique, dans les premières années. Puis on a eu un croisement de courbes, et là maintenant, ce serait peut-être plutôt l'inverse. Est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter? Je ne le sais pas, il faut attendre plus longtemps. Alors, j'en profite aussi pour peut-être faire une comparaison avec l'autre essai clinique Lorisc important, Evolute Lorisc, qui est lui avec le Partner 3, c'est avec la valve d'Edwards, hein, qui est une balloon expandable. Evolute Lorisc, c'est avec la valve de Medtronic qui ont self-expanding. C'est les deux grandes plateformes. Et je pense que dans cette discussion aujourd'hui, oui, on doit discuter de TAVI versus chirurgie, mais maintenant, il faut aussi quand même discuter dans le TAVI, est-ce qu'il y a une différence entre la plateforme balloon expandable versus self-expanding? Alors, lorsqu'on regarde les deux, je viens de vous montrer Partner 3, voici Evolute Lorisc, là, je vous montre endpoint primaire, qui était malheureusement, parce que ça rend la comparaison un peu plus difficile, n'étaient pas les mêmes dans Partner 3 puis dans Evolute Lorisc. Dans Partner 3, c'était décès, stroke, réhospitalisation. Dans Evolute Lorisc, c'était décès, stroke. Okay. Et vous voyez que, bon, il y avait supériorité au début avec le TAVI dans Partner 3, et puis ça s'amenuise avec le temps. Dans Evolute Lorisc, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence au début, puis il semblerait que les courbes divergent, et maintenant, on a une petite supériorité, borderline à 4 ans, hein, parce que Evolute Lorisc ont rapporté jusqu'à 4 ans seulement pour le TAVI. Donc, c'est intéressant. Alors, ceci étant dit, bon, on ne doit pas faire ça normalement, hein, comparer deux essais cliniques et se dire, ben, on a quand même un comportement un peu différent. Mais si on se cale sur le même, parce que, comme je vous l'ai dit, les endpoints primaires sont différents, mais si on prend le décès pour mettre tout le monde sur le même dénominateur, si on veut, vous voyez qu'il y a quand même un comportement quand même assez différent et intriguant, hein, un peu dans Partner 3, où on a l'impression que le TAVI est bien parti au début, puis après, bon, bah, peut-être commence à se retrouver moins bon que la chirurgie, alors que dans Evolute Lorisc, eh bien, le TAVI qui était similaire à la chirurgie au départ devient meilleur. Mais si on regarde, la différence entre les deux essais cliniques, elle n'est pas nécessairement dans les bras TAVI, parce que si vous voyez TAVI, on a 10% de mortalité à 5 ans dans Partner 3, et on a 9% de mortalité à 4 ans dans Evolute Lorisc. Donc, c'est pratiquement identique. Par contre, la différence, elle est plus dans le comparateur, donc le bras chirurgical, où vous aviez 8,2% à 5 ans dans Partner versus déjà 9% à 4 ans dans Evolute Lorisc. Donc, il y a une différence. Alors, on se dit, bon, ben, c'est quoi les populations? Écoutez, les populations en termes d'âge, risque chirurgical, c'est très, 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 très similaire dans les deux groupes. Donc, c'est peut-être pas la piste d'explication. Si on regarde, bon, évidemment, les deux plateformes TAVI, elles sont très différentes. Hein. Ça, on sait, un self-expanding versus balloon expandable, c'est pas du tout le même design. Au niveau des prothèses chirurgicales, et c'est peut-être là un élément de réponse, et il y avait quand même dans Partner 3, pas surprenant, une grande majorité de bioprothèses chirurgicales Edwards qui ont été utilisées, qui ont en général un bon track record en termes de durabilité et d'outcome. Et dans Evolute Lorisc, oui, il y avait une prédominance d'Edwards, mais moins que dans Partner 3, 57%. Il y avait peut-être plus de valves autres, et en particulier de Trifecta, de Livanova, etc., qui sont des valves qui ont éventuellement démontré des problèmes. Comme vous savez, la Trifecta a été retirée du marché pour des problèmes de durabilité. Donc, peut-être que c'est ça l'explication des différences d'outcome entre les deux. Récemment, ont été publiés les résultats de l'essai clinique SMART. Alors, SMART, ce n'est pas un TAVI versus chirurgie,
c'est justement un TAVI self-expanding versus un TAVI balloon expandable. Mais c'était juste dans les petits anneaux, parce que c'est souvent là peut-être qu'il peut y avoir une différence entre les plateformes. Petits anneaux, ça veut dire 3/4 de femmes, et il y avait 2 endpoints primaires, ce qui est assez original, intéressant. Un qui était clinique, décès, accident cérébrovasculaire et hospitalisation, aucune différence à 1 an, et l'autre qui était un endpoint de dysfonction de prothèse, bon, que j'aime plus ou moins, mais parce que c'est un peu un composite de beaucoup de choses. Il y a gradient moyen plus de 20 mm de mercure à n'importe écho durant la première année, qui est un marqueur plus de mismatch, mais qu'ils ont appelé marqueur de dysfonction structurelle, qui est un peu curieux. Après, il y a le mismatch sévère, il y a la fuite, ça c'est bien. Il y a thrombose, endocardite et réintervention, mais qui était pratiquement inexistante dans cette première année. Et alors là, il y avait une grosse différence avec beaucoup plus de dysfonction de prothèse dans les balloon expandables versus les self-expanding, mais c'était essentiellement dû à ce critère de gradient plus que 20 qui était très différent entre les deux bras. Alors, qu'en penser, je ne sais pas. Pour ce qui est de la durabilité, des choses qui peut-être sont un peu plus importantes pour le patient, qui sont les défaillances les défaillances de procédure, ce qu'on appelle technical failure, ou les défaillances de prothèse, c'était similaire dans les deux groupes, voire même plus fréquent dans la self-expanding que dans la balloon expandable. Mais on est à 1 an, donc voilà. Alors, j'en profite pour mentionner qu'il y a peut-être un essai clinique qui va nous apporter une réponse un peu plus définitive, qui est l'essai clinique BEST, qui est un essai clinique français, financé par le PHRC, qui est piloté par le CHU de Lille. Éric Van Belle est un des investigateurs principaux. J'ai aussi le plaisir de siéger comme co-investigateur principal dans cette étude, parce que les Core Labs sont au Canada, donc c'est un bel effort collaboratif entre le Canada et la France. On est bien avancé dans le recrutement, et alors là, c'est plus... c'est un essai clinique pragmatique, c'est-à-dire que tous les patients qui ont une indication de TAVI sont randomisés à balloon expandable versus self-expandable. Donc, on va voir. Alors, durabilité, parce que c'est ça. Hein, maintenant qu'on a des bons résultats quand même du TAVI, on peut se dire, écoutez, pas tout le monde, on est au moins non inférieur par rapport à la chirurgie pour ce qui est des événements cliniques durs à court terme et moyen terme. Après, il faudra voir dans le long terme. Mais il y a un gros point d'interrogation qui est la durabilité. Et bon, en termes de durabilité, de dysfonction et défaillance de prothèse, dans VAR 3, qui est bon, un document consensuel, un peu un guideline si vous voulez, on a classifié, et Thierry a très bien décrit ça, les dysfonctions non structurelles, mismatch fit, versus les dysfonctions structurelles qui sont vraiment celles qui sont embêtantes, hein, parce que c'est évolutif, la prothèse va éventuellement évoluer vers la défaillance. Et puis thrombose et endocardite, on a mis ça à part parce que elles peuvent être non structurelles, c'est-à-dire réversibles, mais elles peuvent être structurelles et irréversibles. Donc, voilà, on les a mis dans aucune des deux catégories. Alors, si on regarde le mismatch, dans Partner 3, parce que c'est surtout ces essais cliniques les plus récents qui nous informent, pardon, ici, ce n'est pas le mismatch, c'est la fuite. Le mismatch va venir après. La fuite, ce qui était intéressant dans Partner 3, c'est qu'on avait très peu de fuites légères et modérées. C'était 0 dans la chirurgie, c'est attendu, mais 0,8% dans le TAVI. Donc, on a des prothèses maintenant qui nous permettent de prévenir pratiquement complètement les fuites modérées ou sévères, celles qui ont vraiment un impact sur la survie. Alors, il y avait quand même plus de fuites légères, vous voyez, 28,7% dans le TAVI. Et c'est intéressant de voir que dans le suivi à 5 ans, bon, les fuites modérées à sévères, évidemment, n'ont pas d'impact parce qu'elles n'existent quasiment plus, mais les fuites légères non plus n'ont pas d'impact. Donc, bon, c'est une bonne nouvelle. Alors, pour ce qui est du mismatch, et à écouter, le mismatch était relativement rare. Hein, le mismatch sévère était rare dans Partner 3 parce que le TAVI est assez une bonne approche pour prévenir le mismatch, et la chirurgie, les chirurgiens ont vraiment travaillé fort, et donc on avait peu de mismatch, des taux en dessous de mismatch sévère, en dessous de 7%, 7, 5, il y en avait même un peu moins dans le TAVI. Et le mismatch sévère n'a pas d'impact sur le devenir à 5 ans, mais il y a quand même, on voit peut-être qu'à la fin, bon, il y a peut-être une petite divergence, donc ce sera peut-être à voir. Mismatch modéré non plus n'avait pas d'impact. Donc, éventuellement parce qu'il est probablement moins fréquent aussi. Alors ça, c'est une étude très récente que je vous montre un peu en scoop, qu'on a présenté juste la semaine dernière en Late Breaking Trial à New York Valve, où là, c'est vraiment... on est allé chercher la population small annulus dans Partner 3, Partner 2, parce que c'est la population où il y a plus de mismatch et où peut-être ça aurait plus d'impact. Et on a regardé l'impact du mismatch sur, encore une fois, le suivi à 5 ans. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence. Mais encore là, peut-être, vous pouvez dire, après 4 ans quand même, peut-être le mismatch sévère tente à se séparer un peu. Alors, il faudra suivre à plus long terme.
Thierry en a parlé, la thrombose sous-clinique. Hein, écoutez, c'est un phénomène qui arrive suite au TAVI, hein, qui a une certaine association avec les accidents cérébrovasculaires, mais on n'est pas encore sûr si c'est vraiment un effet direct ou bien si c'est aussi des patients qui ont plus de comorbidités, qui, elles, sont aussi des facteurs de risque pour les accidents cérébrovasculaires. Donc l'impact clinique de la thrombose sous-clinique, il n'est pas très bien compris encore. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a environ dans 13-15% des cas suite au TAVI, un peu plus fréquent que dans la chirurgie, mais vous regardez quand même dans la chirurgie, à la fois dans Partner 3 et dans Evolutoris, il y en a quand même pas mal aussi. Donc, je pense que la chirurgie, on n'avait peut-être pas reconnu ce phénomène parce qu'on ne le regardait pas, on ne faisait pas de scanner injecté, mais maintenant qu'on le regarde, eh ben, oui, ça existe. Hein. Et vous voyez, c'est à peu près, bon, l'incidence est aux alentours de 15% suite au TAVI. Bon, la recommandation pour l'instant, si vous voyez une thrombose clinique, c'est évident, il faut traiter par des anticoagulants. Sous-clinique, c'est un peu controversé, mais je pense qu'à partir du moment où on la voit, cette thrombose sous-clinique, c'est probablement préférable de la traiter. D'autant plus, et Thierry l'a mentionné, qui a peut-être que la thrombose sous-clinique, même si elle est traitée avec succès, pourrait être le nid pour peut-être une fibrose et ensuite une calcification et une dégénérescence accélérée. Et il y a quand même de plus en plus d'évidence que peut-être effectivement le fait d'avoir une thrombose sous-clinique, donc ce qu'on appelle un HALT, avec le scanner injecté, peut prédisposer au risque augmenté de détérioration structurelle. Il n'y a pas d'impact sur la mortalité, mais semble peut-être y avoir un impact sur la durabilité de la valve. Enfin, c'est ce qui a été montré dans ce registre allemand en particulier. Donc, les facteurs qui pourraient limiter la durabilité un petit peu plus dans le TAVI que dans la chirurgie, et c'est pour ça qu'on avait un peu des inquiétudes au départ et des interrogations. Écoutez, avec la bioprothèse chirurgicale, les chirurgiens sont très gentils, hein, ils ne touchent pas les feuillets, on les bichonne, etc. Mais du côté du TAVI, ce n'est pas la même chose. On va crimper donc la valve, on va la comprimer pour la faire rentrer dans un cathéter. Donc les feuillets se retrouvent un peu écrasés hein, dans ce processus-là. Ensuite, on fait souvent une expansion avec un ballon, donc éventuellement on peut endommager les feuillets. Et puis souvent, les valves ne sont pas complètement déployées de façon optimale, donc il y a plus de stress mécanique. Donc tout ceci a permis de dire aux gens ou de peut-être supposer que peut-être le TAVI serait moins durable que la chirurgie, et avec raison. Alors, on a un peu rapporté ça dans Partner 3 avec des critères qui ont été proposés dans le document VAR3 où on se base plutôt que de se baser juste sur la réintervention qui souvent sous-estime l'incidence de détérioration structurelle. On a regardé plutôt comment définir la dysfonction sur la base du suivi échocardiographique quand on avait une augmentation du gradient avec diminution d'air valvulaire ou de l'indice de vélocité. On concluait que bon, c'était modéré ou sévère. Et puis, évidemment, s'il y avait l'apparition d'une fuite transvalvulaire, même chose. Alors, vous voyez, ça, c'est les taux de dysfonction reliés à une détérioration structurelle dans Partner et dans TAVI versus chirurgie. Eh bien, écoutez, moi, j'ai été content de voir ces résultats parce qu'on a des taux quand même relativement bas à 5 ans, en dessous de 5%, et qui sont vraiment très similaires dans les deux bras. Donc, c'était bien. Alors, c'est 5 ans, attention, hein, c'est moyen terme, c'est pas encore, on n'a pas encore, on ne peut pas encore ouvrir le champagne. Et si on regarde, là, on va un cran plus loin. Il y a la dysfonction, puis après, il y a la défaillance. La défaillance, c'est vraiment, là, il faut réintervenir, où il y a une indication de réintervention, où le patient décède. Bon, c'est des événements plus durs. Et là, vous voyez qu'on a des taux quand même très bas, en dessous de 3%. Et encore une fois, similaires, voire même numériquement un petit peu mieux dans le TAVI que dans la chirurgie. Bon, alors, ça, c'est bien, la défaillance reliée à la détérioration structurelle. Mais je dis toujours, moi, mon message que j'essaye de livrer, c'est que l'endpoint le plus robuste pour définir la durabilité, c'est les défaillances de toute cause. Parce que si je suis le patient et que ma prothèse fait défaut à cause d'une détérioration structurelle, évidemment, ce n'est pas bon. Mais si ma bioprothèse fait défaut à cause d'une fuite paravalvulaire et on est obligé de me refaire une réintervention ou d'une endocardite ou d'une thrombose qu'on n'arrive pas à réverser, eh bien, écoutez, le résultat est le même. Hein, on va devoir avoir une autre prothèse, une autre intervention, etc. Et vous voyez que taux de défaillance toute cause dans Partner 3, en dessous de 4%, encore une fois, similaire dans les deux. Donc, c'est bien. Alors, il y a un autre point qui est important et qu'on doit regarder de plus en plus. Parce que
Je pense qu'on a tous fait un peu la même erreur. On a toujours été dans les essais cliniques et dans les études. On s'attache beaucoup à la mortalité, les accidents cérébrovasculaires, la réhospitalisation. Et peut-être qu'on ne regarde pas assez le patient et comment il se sent. Donc la qualité de vie est très importante à prendre en compte. Ce qu'on appelle les patient-centered outcomes maintenant. Donc vraiment de regarder ce qui importe pour le patient. Et on a introduit un peu avec Partner un nouveau concept d'endpoint qui s'appelle le Alive and Well, c'est-à-dire que c'est être vivant et avec une bonne qualité de vie. Parce que c'est ce que le souhaite le patient. Évidemment, il veut être vivant, mais il veut être vivant avec une bonne qualité de vie. Parce que vivant, mauvaise qualité de vie, ben bon. Et vous voyez qu'à 5 ans, quand même, on avait des taux au-dessus de 70% dans les deux groupes, bien que ce soit une population assez âgée au départ, hein, Docteur 75 ans. Pibaron, est-ce que vous pouvez conclure? Oui, oui, je conclus. En fait, c'était pour vous dire, donc Alive and Well, c'est pareil. Les détériorations, ça c'est dans les différents essais cliniques qui ont été faits, y compris à 10 ans dans Notion, c'est similaire. Bioprosthetic valve failure aussi, c'est similaire. Et je terminerai juste sur l'aspect lifetime management. Parce que maintenant, on intervient sur des patients qui sont de plus en plus jeunes, avec des espérances de vie de plus en plus longues. Et donc, il faut s'assurer quand même, d'une part, d'avoir une prothèse qui, idéalement, match, si vous voulez, en termes de durabilité, l'espérance de vie du patient. Et peut-être le point qui va être très important dans tout ce processus de lifetime management, c'est éventuellement le choix de la première valve. C'est ça qui est absolument clé. Il va falloir bien choisir la première valve. Parce que maintenant, on n'est plus rendu où le patient va avoir un remplacement et puis c'est bon. Ils vont peut-être avoir 1, 2, 3. Et le choix de la première valve, le premier choix va conditionner tout le reste. Donc ça, c'est ma dernière plaque. Et c'est de vraiment ce qui favorise le TAVI versus la chirurgie. Ben, évidemment, pour le TAVI, c'est âge plus avancé, la fragilité, risque chirurgical élevé. Les femmes, petit anneau, de plus en plus, il y a des données qui suggèrent que peut-être le TAVI est mieux. Et d'un autre côté, eh bien, je crois que du côté de la chirurgie, lorsqu'on a des patients plus jeunes, des patients avec des maladies coronariennes complexes ou des problèmes concomitants, une insuffisance mitrale, une aortopathie ou une valve bicuspide, je crois que la chirurgie devrait rester le standard de référence. Merci beaucoup pour votre attention.